France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité et à la découverte des territoires français d'outre-mer. Cette semaine, nous revenons sur la mobilisation contre la réforme des retraites et la libération du journaliste martiniquais Olivier Dubois, ex-otage au Mali. A tout de suite. Regain et durcissement pour cette 9e journée de mobilisation en France au lendemain de l'intervention du président de la République et l'adoption du projet de réforme des retraites par le gouvernement sans vote de l'Assemblée nationale avec un record de participation à Paris. Alors comment les Outre-mer se sont-ils mobilisés? On voit cela avec Denis Rousseau-Caplan. Comme en France métropolitaine, manifestations un peu partout outre-mer contre la réforme des retraites. En Guadeloupe, pour les manifestants, le combat contre la réforme ne doit pas s'arrêter. Moi je suis prof de PS, on imagine difficilement pouvoir travailler jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans, voilà, comme ça. C'est avec un déambulateur, des brisés, fatigués. Tout le monde se mobilise, ça marchera. Et l'État va se plier. Le port a quant à lui été bloqué 24 heures par les dockers. Le gouvernement a décidé de passer en force et de faire remonter l'âge légal. Nous, on n'est pas d'accord. Ici, nous avons un travail très pénible. Nous ne bénéficions pas de la pénibilité, nous ne bénéficions pas de l'amiante. En Guyane, rassemblement et barrage filtrant autour de Cayenne. À Saint-Laurent-du-Maroni, les manifestants ont organisé un barbecue pour informer la population. La population de Saint-Laurent est quand même souvent en situation précaire, ce qui amène les gens à pas forcément se mobiliser, même s'ils sont avec nous. Ce matin, au rond-point, ils nous l'ont bien dit. Voilà, mais qui ne peuvent pas louper une journée de salaire. À La Réunion, barrage filtrant également dès 5 heures du matin à l'initiative de l'intersyndicale. Il faut prendre son mal en patience, on se bat pour le peuple rayonné. En Polynésie, forte mobilisation des fonctionnaires d'État. Le discours du président qui vraiment nous choque et nous met encore plus en colère aujourd'hui font que oui, plus de grévistes sont là aujourd'hui. Et en Polynésie, les protestations peuvent aussi se faire en chantant. Autre manifestation en Nouvelle-Calédonie, cette fois pour soutenir un médecin urgentiste et une infirmière de l'hôpital de Dambéa. Ils ont été violemment agressés par un père de famille. Il les a roués de coups et a tenté d'étrangler le praticien durant 4 minutes. Il sera jugé le 28 mars. À Cayenne, le ramassage des déchets est suspendu depuis une quinzaine de jours, non en raison d'une grève des éboueurs, mais parce que la collecte est dangereuse pour eux à cause des branchements électriques sauvages. L'habitat informel complique la gestion des déchets en Guyane. Jocelyne Aigouache et Carl Constable. Une grande partie de la rue Troubiran à Cayenne est envahie par les déchets ménagers. Depuis le 10 mars, le ramassage des poubelles n'est plus assuré par la société chargée de la collecte des ordures ménagères. La raison, ces branchements sauvages qui traversent la voie. Pour nous prouver le danger, la société de collecte a demandé à une de ses équipes de venir nous faire la démonstration. Les fils électriques frôlent le grappin de l'engin, au risque de provoquer une électrocution. Par sécurité, la collecte est suspendue depuis 10 jours et les ordures s'amoncellent. Comme ce sont des branchements sauvages, le fil peut être dénudé et puis il peut y avoir un court-circuit. Et à ce moment-là, le chauffeur il peut être touché aussi, il peut être électrocuté. La communauté d'agglos en charge de la gestion des déchets ménagers a alerté la commune de Cayenne sur le danger que représentent ces branchements sauvages et ces fils suspendus au-dessus de la chaussée. Mais au-delà des risques d'électrocution, se pose aujourd'hui une question de santé publique. Là, il y a danger de mort pour l'entreprise qui intervient sur le territoire. Et puis il y a des questions là, au bout de quelques jours de nos collègues, des questions de salubrité publique, là qui sont de la compétence de la mairie de Cayenne. Aujourd'hui, il faut que les câbles soient enlevés pour permettre la reprise du service. Le quartier avec cet immense squat Tarzan pose régulièrement problème quant à la gestion des déchets. Ces dernières années, l'insalubrité dans le quartier a généré de nombreux cas d'infections graves comme la leptospirose, transmise notamment par les rats.
pour qui cette accumulation de déchets est une véritable aubaine. Après 711 jours de captivité au Mali, le journaliste d'origine martiniquaise Olivier Dubois a été libéré mardi. Il a été accueilli par ses collègues à l'ambassade du Niger. Une libération saluée par le chef de l'État français et ses proches, par la Martinique également, où il est attendu. Il est de retour à Paris depuis mercredi et peut enfin profiter de ses proches. C'est le dossier de cette édition signé Alban Lucien. Le sourire et la joie d'Olivier Dubois à son arrivée en France. Mardi midi, l'ex-otage français a été accueilli par sa sœur, son père et Emmanuel Macron sur la base aérienne de Villacoublay après 711 jours de captivité au Sahel. Le journaliste martiniquais, libéré la veille, est fatigué mais en bonne santé, comme il l'a confié à notre consoeur de France 2. Je me sens bien. Je ne réalise pas exactement, mais petit à petit, ça va venir. Enfin, en tout cas, je suis en France, je ne suis plus dans la situation dans laquelle j'étais, et je me sens bien. Vous avez l'air en forme. Est-ce que vos conditions de détention étaient néanmoins très difficiles? Alors, mes conditions de détention étaient difficiles. La captivité dans le nord du Mali, dans la région de Kidal, c'est difficile. Vous dormez sur le sol. Moi, mon premier lit, c'était hier soir. Qu'il pleuve, qu'il vente, dans le sable, dans la terre, dans la chaleur. Et vous êtes enchaîné. Moi, j'ai été enchaîné beaucoup, humilié. Il y a eu des moments difficiles, des épisodes difficiles. En Martinique, le soulagement est immense pour les proches du journaliste. Depuis son enlèvement, le 8 avril 2021, il vivait dans la crainte d'une mauvaise nouvelle. On fait ouf, parce qu'on était vraiment angoissés, on se demandait ce qui se passe. Donc on avait toujours cette appréhension qu'il y ait un malheur, un truc. Et là, vraiment, on est soulagé de voir qu'il est en bonne santé et en plus qu'il est libre. Et j'avais besoin d'être sûre, vraiment sûre, pour que voilà, ça puisse lâcher, ça puisse... voyez, qu'on puisse... Ouais, ça va. Comité de soutien, déploiement de banderoles sur le fronton des mairies et projection du portrait d'Olivier Dubois sur le Panthéon. Pendant près de 2 ans, la mobilisation n'a jamais faibli chez Reporters sans frontières. Mais pour l'ONG de défense de la liberté de la presse, le combat n'est pas encore terminé. Il y a quand même une suite judiciaire, hein. Il y a un juge qui a été nommé en France, il y a une instruction qui est en cours et l'idée c'est aussi d'identifier qui a fait quoi, quels sont les responsables, quelles sont les complicités. En Martinique, les habitants du François espèrent bien que l'enfant du pays pourra venir en personne décrocher la banderole qui réclamait sa libération depuis près de 2 ans. Aux Antilles, la population est sensibilisée au risque sismique dès le plus jeune âge. En Guadeloupe, une association a eu cette bonne idée, proposer aux écoles un atelier de confection de kits de survie spécial junior. Reportage Bruno Pencio-Villon, Daniel Quérin. Au coup de sifflet, comme appris avec leurs professeurs et avec l'association guadeloupéenne d'éthique et de vigilance, les élèves de cette classe de CM1 se mettent en position de sécurité. On leur explique que lorsqu'on a un tremble, il y a un certain phénomène qui se passe, notamment un phénomène d'accélération qui fait que tout bouge, notamment les tables, et il faut qu'ils s'y accrochent. Pour cette simulation de séisme, et c'est une première, les élèves avaient tous un kit de survie disposé dans un sac à leur nom, ainsi qu'un casque de chantier. Une boîte de conserve, un kit de secours, une lampe de torche, un sifflet, une fourchette et une boîte pour ranger les biscuits. Ces kits, fournis par le Centre de préparation au risque sismique, ont été financés par une entreprise locale, bien consciente du risque sismique de notre région. Nous sommes tous très attachés à la sensibilisation et particulièrement des jeunes, parce que les jeunes auront cette capacité à, on va dire, acquérir les bons réflexes. Chez l'adulte, c'est toujours un peu plus compliqué. Nous avons déjà commencé avec la sensibilisation pour les cycles 3, CM1, CM2, pratique des gestes premiers secours. Et là, avec l'association, on continue à mettre en place des kits de survie pour que cette sensibilisation au niveau des enfants puisse être répercutée au sein de la famille. Si cette classe est la première à être dotée d'un kit junior de survie, le souhait du directeur est que l'ensemble des élèves du premier étage de son établissement en soient dotés prochainement. Il s'appelle Charles Steinmiller, il a 29 ans et il s'est lancé dans une aventure extraordinaire pour sauver la barrière de corail en Polynésie, parcourir 16 000 km à vélo et il a pu récolter 11 000 € via les réseaux sociaux. Retour sur cette aventure avec Leila Zelouma, Mourad Bouretima et Nicolas Dalban. Un enthousiasme à toute épreuve et pour cause. Cela fait plusieurs semaines que ce jeune sportif amateur pédale à travers le monde.
Son objectif, récolter des fonds pour la préservation des récifs coralliens de Polynésie. 16 000 km parcourus à vélo et 21 pays traversés, de Cherbourg à la baie d'Along au Vietnam, en passant par l'Iran. Il a voulu relier symboliquement les océans afin de sensibiliser à la sauvegarde des fonds marins. Ce qui me plaisait en servant cette cause, c'était de montrer l'aspect positif de la démarche de ces personnes qui travaillent à Tahiti, notamment à la préservation des barrières de corail. Montrer que oui, il y a des enjeux, mais il n'y a pas besoin de l'approcher de manière négative ou pessimiste. L'environnement, Charles y a été confronté dès son plus jeune âge. Né dans la région d'Annecy, ce fils d'officier de la marine française a passé une partie de son enfance à Tahiti. C'est pourquoi, aujourd'hui, il conserve toujours ce lien avec l'archipel. Grâce à son aventure, Charles a récolté 11 000 €. Une somme qui va servir à l'association polynésienne Coral Gardeners. Leur projet, planter des coraux et restaurer le récif corallien. J'espère humblement que ça donnera envie à certains de se lancer. Et je veux montrer que c'est possible de garder un travail, de continuer dans sa carrière et de partir à l'aventure dans des trucs qui n'ont complètement rien à voir. C'est auprès de ses amis et de sa famille que Charles a trouvé ses plus grands soutiens. Une force qui lui a permis de pédaler 200 km par jour, malgré les difficultés. Si j'avais pas eu ce soutien au quotidien, des potes qui m'écrivent pour m'encourager quand je fais des grosses sorties de vélo. Je pense que ça, je te l'ai répété 100 fois. Et ça fait du bien au moral, en fait. Fort de son expérience, Charles regarde désormais l'avenir avec confiance. Il souhaite poursuivre l'aventure, sa prochaine traversée, les États-Unis à vélo, toujours avec pour ambition de préserver sa planète. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com et la première.fr. Merci de votre attention. Rendez-vous le week-end prochain. L'information continue sur France 24.